Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à La Chevauchée des Morts-Vivants, film espagnol de 1975 réalisé par Armando de Osorio. A new terror fills the screen with horror. The Night of the Seagulls. Le docteur Henri Saval et son épouse Vanessa s'installent dans un village de pêcheurs dont le médecin vient de prendre sa retraite. Le couple se heurte rapidement au mutisme et à l'hostilité des habitants, lesquels vivent sous la menace d'une malédiction. En effet, tous les 7 ans, des chevaliers morts-vivants ressortent de leur tombeau, réclamant 7 nuits durant le sacrifice d'une jeune femme, mais épargnant en échange le reste de la population. Avec l'aide de Teddy, un simple d'esprit, Henri et Vanessa vont tenter de mettre un terme à ce terrible malheur. Découvrant le cinéma fantastique grâce aux films de la série des Universal Monsters dans les années 30, du Dracula de Todd Browning au Frankenstein de James Whale, Armando de Osorio, après avoir notamment étudié la photographie et le journalisme, se lance en 1942 dans la réalisation de courts-métrages. Contraint de travailler dans une banque pour continuer à vivre, il persévère néanmoins dans sa volonté d'accéder au monde du cinéma, participant à l'écriture de scénarios. C'est finalement en 1956 qu'il réalise son premier long métrage, l'expérimental La Bandera Negra, dans lequel il aborde la question de la peine de mort. Un sujet sensible à une époque où règne la dictature militaire, à savoir le régime ultra-conservateur du général Franco, lequel censure le film, lui interdisant toute exploitation. Un coup dur pour De Osorio, qui s'en retourne alors à des postes de technicien, travaille sur des publicités et autres documentaires institutionnels, sans pour autant renoncer à son envie première. Il revient en 1964 avec Les Pistoleros, un western, genre particulièrement à la mode à l'époque. Après plusieurs films plutôt sages, De Osorio propose en 1969 le film fantastique gothique Malenka la vampire, avec Anita Ekberg dans le rôle principal, une œuvre qui rencontre le succès auprès du public, contribuant ainsi à l'émergence du cinéma de genre espagnol. Réfléchissez bien avant de vous fixer là-haut. Mais si vous restez, ne vous mêlez de rien. Entendez-vous? De rien du tout. Ne posez jamais de questions et la nuit, ne sortez sous aucun prétexte, si vous ne voulez pas qu'il vous arrive un grand malheur. Pensez-y bien. C'est avec son film suivant que De Osorio va véritablement marquer de son empreinte le cinéma fantastique espagnol. En 1971, soit 3 ans après que George Romero ait révolutionné le cinéma d'horreur avec La Nuit des Morts-Vivants, le cinéaste s'engouffre lui aussi dans la brèche, offrant une vision particulièrement originale de la figure du zombie. Inspiré de légendes de Galice, de la littérature romantique et de l'histoire européenne, il fait de ces morts-vivants des Templiers, des moines soldats du XIIIe siècle, punis par l'Église pour certaines de leurs exactions, mais ressuscités par l'entremise de la magie noire. Se présentant sous la forme de cadavres quasi squelettiques et enveloppés d'une bure craspec et déchirée, ils s'extirpent de leurs tombeaux et enfournent leurs chevaux maudits pour aller faire la fête aux vivants et capturer au passage des jeunes femmes indispensables au rituel qui leur assure la vie éternelle. Autant la censure avait frappé de plein fouet son premier film, autant elle apparaît beaucoup plus souple concernant le cinéma de genre, le considérant comme politiquement inoffensif. Une seule condition est cependant requise, à savoir ne pas situer l'action en Espagne. Le régime en place ayant pourtant peu de considération pour le public auquel sont destinés ces longs métrages, les estimant incapables de la moindre réflexion, il ne faudrait quand même pas donner une mauvaise image du pays et indirectement de la sienne.
Aucun problème pour De Ossorio, l'histoire de son nouveau long métrage se déroulera donc au Portugal, tout comme le tournage. En grande partie grâce aux créatures imaginées par De Ossorio, représentation à peine voilée des dirigeants franquistes, et la musique envoûtante composée par Antón García Abril, une sorte de chant grégorien, la révolte des morts-vivants connaît un énorme succès en Espagne, bénéficiant même d'une carrière à l'international. Les débuts de ce qui deviendra une franchise, la fameuse saga des Templiers, puisque 3 suites verront le jour, toujours sous la direction de Armando de Ossorio. Reprenant l'idée de départ et les ingrédients ayant contribué à la renommée du premier film, seront ainsi réalisés Le Retour des Morts-Vivants en 1973, Le Monde des Morts-Vivants en 1974 et bien entendu La Chevauchée des Morts-Vivants un an plus tard, sans doute le meilleur volet de la saga et en tout cas le plus facilement trouvable en bonne qualité, raison pour laquelle j'ai choisi de me pencher dessus aujourd'hui. On dirait une procession. Et toujours ces voix effrayantes. Elles ne viennent pas de la procession. Ce chant paraît venir du côté opposé de la baie. C'est sûrement une vieille coutume. Il prie pour que la pêche soit bonne. Et ces chants qui viennent du récif là-bas doivent faire partie du rituel. Dans La Chevauchée des Morts-Vivants, nous suivons donc Henry et Vanessa, un couple de citadins venant s'installer dans un petit village côtier, coupé du monde et hors du temps. Le mari venant remplacer le médecin du coin, ce dernier, particulièrement pressé de foutre le camp, prévient notre nouvel arrivant de l'absolue nécessité de ne se mêler que de leurs affaires et de ne surtout pas sortir une fois la nuit tombée. Déjà que sa femme n'avait aucune envie d'être ici, voilà des paroles qui ne risquent pas de lui faire changer d'avis. Accueillis comme du poisson pourri par les autres habitants, Henry et Vanessa commencent néanmoins à déballer leurs valises. Alors qu'ils tentent de trouver le sommeil, les voilà assaillis de questions. Pour qui sonnent ces cloches qu'on entend au loin? D'où proviennent ces chants étranges et plaintifs? Et surtout, pourquoi ces putains de mouettes se mettent-elles à crier au beau milieu de la nuit? Un mystère bien mystérieux qu'ils ne tarderont pas à percer au fil de leur investigation, entre processions lugubres, cœurs arrachés et divinités marines, bien aidé par le simplet du coin, Teddy, qui en sait évidemment beaucoup plus sur les mauvais esprits qui rôdent, mais maltraité par les hommes du village parce que trop bavard à leur goût. Comme pour les volets précédents, nous retrouvons nos fameux Templiers décrépits, les vrais stars de la saga, De Ossorio préférant de toute façon s'amuser avec eux plutôt qu'avec des humains bien trop ordinaires à ses yeux et à qui il donne finalement bien peu de consistance. Reprenant la fin du 3e volet, qui voyait nos morts-vivants s'installer sur la côte, la Chevauchée apparaît ainsi comme une quasi-suite directe. Ici, les Templiers vivent reclus dans un château surplombant la plage, sortant de leur tombeau une fois la nuit américaine tombée pour récupérer leur offrande. C'est alors l'occasion de voir, tout de noir vêtus, une horde de morts-vivants cavaler en bord de mer sur leur lugubre monture dans un ralenti digne d'un véritable cauchemar. Assurément les séquences les plus marquantes du film. Si le 3e volet puisait dans le mythe du Hollandais volant pour approfondir son univers, la Chevauchée va plutôt chercher du côté de Lovecraft, dont les écrits étaient encore peu connus en Espagne à l'époque. Entre le village de pêcheurs replié sur lui-même, ces humains offerts en sacrifice à une divinité marine et certaines croyances ancestrales, nous lorgnons à n'en pas douter vers Dagon, le cauchemar d'Innsmouth ou bien encore l'abomination de Dunwich. Entre des morts-vivants s'en prenant à quiconque s'interposera entre eux et leur source de vie éternelle, et des villageois rompus à donner en sacrifice une partie de la population depuis des siècles sans véritablement chercher à mettre fin à la malédiction, difficile de dire qui sont les véritables monstres de l'histoire. Le réalisateur parvient ainsi à apporter une certaine profondeur à un récit relativement peu surprenant et pourtant captivant, en partie grâce à un rythme lent, certes, mais parfaitement maîtrisé, une atmosphère sinistre à souhait et l'utilisation de décors naturels venant renforcer l'authenticité de l'horreur.
Après l'échec du très inégal troisième volet, la chevauchée des morts vivants passe malheureusement inaperçue à sa sortie. Il faut dire qu'à ce moment-là, le cinéma fantastique et d'horreur à l'espagnol commence déjà à décliner et à perdre de son intérêt auprès du public. Devant une réception aussi tiède et malgré quelques scénarios d'avance, De Osorio enterre définitivement la saga. On peut néanmoins se consoler en se disant que ce dernier volet offre une conclusion tout à fait satisfaisante et marque une certaine forme d'aboutissement pour son créateur. Si vous aussi vous entendez les mouettes au milieu de la nuit, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!